Bonjour à tous et bienvenue à Polytech pour ce thème de témoignage autour de la ville intelligente et durable, où nous allons nous intéresser pour cette première émission aux smart grids et plus particulièrement aux smart grids dans le sud de la France. Avec nous, Eric Lelguen. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président d'Embix, qui est une co-entreprise entre Alstom et Bouygues. Alors en deux mots, Embix. Alors MBX, c'est la mise en commun, je dirais, de compétences de Bouygues autour de la ville, de l'urbanisme et d'Alstom autour de l'énergie, avec l'idée d'apporter une réponse à des problématiques énergétiques que se posent les collectivités. D'accord, merci, bienvenue à vous. Avec nous également Christophe Arnoux. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le responsable grand projet et réseau du futur à la direction du développement de ERDF Méditerranée. Allez, ERDF en deux mots aussi. ERDF exploite et développe les réseaux de distribution en France, représente à peu près 95% des réseaux et nous avons 35 millions de clients à alimenter. Voilà, bienvenue à vous. Alors, l'un comme l'autre, vous participez à des projets de Smart Grid qui se déroulent à Nice. Alors, que se passe-t-il à Nice? Pourquoi autant de projets Smart Grid à Nice? Alors, peut-être deux ou trois bonnes raisons. Une première raison qui est que la région PACA, comme la région Bretagne, est une région qui a quelques difficultés d'approvisionnement électrique et donc une nécessité de trouver des solutions locales. Une deuxième raison qui cette fois-ci différencie largement PACA de la Bretagne, qui est l'ensoleillement et la production photovoltaïque locale. Et enfin, je pense aussi, et là je vais laisser aussi Christophe commenter, une volonté des collectivités de faire que ces énergies renouvelables non seulement soient présentes dans la région, mais soient aussi intégrées correctement, de façon sûre, de façon efficace, de façon pérenne au réseau électrique. D'accord. Monsieur Arnaud? Oui, ERDF s'intéresse au réseau du futur et nous avons aujourd'hui 15 démonstrateurs en cours qui couvrent l'intégralité de la technologie et des problématiques liées au réseau du futur et à la ville du futur. Alors, comme l'a dit Eric, Nice Grid est très bien positionné sur une péninsule électrique. Il n'y a qu'une seule ligne, 400 000 volts, qui alimente toute la Riviera, et dans un très bon contexte. Et c'est également un des projets les plus avancés puisqu'il a démarré il y a 2 ans. Alors, Nice Grid, justement, parlez-nous un petit peu de Nice Grid. Quelle est son ambition et ses objectifs? Alors, Nice Grid est un démonstrateur de quartier solaire intelligent qui a été initialisé par l'ADEME et les investissements d'avenir suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME en 2009. Nous sommes également financés par la Commission européenne au travers d'un programme de recherche qui s'appelle FP7. C'est un projet de 30 millions d'euros qui va développer donc un quartier solaire intelligent sur la ville de Carros, que je salue bien ici. Et l'objectif, il y en a 4. Il y a 4 objectifs pour Nice Grid sur la ville de Carros. Nous voulons essayer de tester des méthodes pour intégrer harmonieusement, massivement du photovoltaïque. Comme Eric l'a souligné, c'est une région où le photovoltaïque se développe beaucoup. Nous voulons aussi étudier le comportement de nos consommateurs d'électricité et voir comment ils peuvent évoluer vers un rôle plus actif qui serait le consommateur. Nous voulons également tester, puisque nous allons disposer de clients équipés de photovoltaïque, de batteries, d'intelligence, eh bien, voir si on peut pousser plus loin la logique et essayer de faire fonctionner de façon autonome pendant une durée limitée une poche de réseau basse tension, quelques dizaines de clients basse tension, sans machine tournante, donc sans diesel, sans rien, juste avec le solaire et des ordinateurs et des batteries. Et dernier objectif, eh bien, profiter de tous ces équipements pour tester les modèles économiques liés au smart grid. Et j'ajouterai 2 petites choses. Nice Grid a 2 caractéristiques transverses. La première, c'est qu'il va reposer sur une architecture Linky, donc le compteur communicant français. Nous en avons déjà installé 1200 et on va en installer 2500 sur la ville de Carros. Et deuxième caractéristique, eh bien, Nice Grid va tester les batteries, le stockage d'électricité sur tous les niveaux du réseau, depuis le poste source jusque chez le client, puisque nous sommes en train de recruter des clients qui acceptent d'avoir une petite batterie chez eux qui serait pilotée par EDF. Il faudra aussi que je vous dise quelques mots sur nos partenaires. Les batteries sont fournies par une société française qui s'appelle SAP. Alors, parlons un petit peu justement de ces batteries et de l'architecture technique qui a été choisie. Juste au passage, alors il y a un jeu de mots, c'est Nice Grid et Nice Grid, on dit les deux en même temps? Oui, alors j'ai appris une certaine souplesse dans ce domaine. Quand je parle à nos amis de l'ADEME, bien sûr, je dis Nice Grid. Et puis quand je parle à la Commission européenne, et là, nous passons à Nice Grid, qui est bien aussi parce que nice, ça veut dire gentil en anglais. Bon. Alors voilà, justement, d'un point de vue technique,
Ce côté poche, on parle de quelle puissance et puis aussi sur les batteries. Vous pouviez rentrer un petit peu dans le Oui, détail. alors on peut rentrer quelques instants dans le détail des batteries. Donc, 3 niveaux de batterie. La plus grosse, et effectivement, quand on la voit, c'est quelque chose d'imposant, fera 1 mégawatt. Elle sera installée au poste source de carreau, c'est-à-dire à l'endroit où on transforme l'électricité qui arrive en haute tension au niveau de tension de la distribution. Elle fera 1 mégawatt et au passage, on a réalisé que c'était plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Au départ du projet, on n'avait pas réalisé l'importance des onduleurs qui sont liés à ces équipements de batterie. Et d'ailleurs, un nouveau partenaire a rejoint le consortium qui s'appelle Socomec, une entreprise française qui fabrique des onduleurs. Donc un premier niveau de batterie, 1 MW, 560 kWh. Ensuite, sur le réseau, eh bien là, des batteries de 33 kg, 100 kWh. Et chez les particuliers, des batteries de 4 kW, 4 kWh. Vous voyez, on va couvrir l'intégralité avec des niveaux de puissance différentes et des niveaux d'onduleurs aussi différents. Et c'est donc sur ces batteries qu'on va s'appuyer pour faire fonctionner les poches dont vous parliez tout à l'heure. C'est assez innovant comme démarche. Ces batteries ont plusieurs rôles qu'on pourra détailler si vous le souhaitez. Celle de la poche est particulière. On a choisi une poche où il y a beaucoup de photovoltaïque. Donc là, la batterie, j'ai oublié de le mentionner, sera un petit peu plus costaud. Elle fait 250 kW pour 660 kWh et elle sera chargée d'absorber pendant les quelques instants ou les quelques heures, disons, où cette poche va fonctionner en autonome, d'absorber la production massive du photovoltaïque qu'il y aura sur cette poche, et il s'en installe beaucoup. Et puis, quand le soleil va décliner à l'horizon, et puis qu'il y aura moins de production photovoltaïque, à ce moment-là, la batterie prendra le relais pour aller alimenter bien, les clients qui sont là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Juste une illustration. On peut considérer que dans le monde, il y a beaucoup de pays qui sont, où il y a des poches de vie qui sont alimentées par des lignes moyenne tension de qualité médiocre. Ces poches de vie comprennent un dispensaire, une école, quelques magasins, etc. Il y a souvent beaucoup de soleil dans ces pays. Eh bien, essayons de développer une technologie pas trop sophistiquée, mais qui utilise le soleil, qui ne pollue pas puisqu'il n'y a pas de groupe diesel, de telle façon que quand l'alimentation amont est perdue, eh bien, la vie continue dans ces poches de vie. C'est ce qu'on essaie de faire sur Nasgrid. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Lelguen, vous êtes aussi sur un projet dans le même coin qui s'appelle Nice Meridia. En quoi est-il différent? Pourquoi finalement deux projets quasiment en même temps sur le même territoire? Et puis peut-être vous pouvez nous le présenter, bien sûr. Alors, très rapidement, Nice Meridia, c'est en fait une démarche légèrement différente de celle de Nice Grid, dans le sens que Nice Grid est un démonstrateur avec une forte visée technologique. Donc c'est un des grands, et Christophe l'a indiqué, un des grands démonstrateurs français, un des plus avancés aussi. Nice Meridia, on est dans une problématique d'un écoquartier qui aurait pu voir le jour, je dirais, sans le smart grid, hein, avec une zone de 24 hectares en région niçoise, donc 300 mètres sur 800 mètres, un aménageur, Christian de Villers, un architecte français de renom, qu'on a rencontré lors d'un dîner et qui nous a dit, écoutez, moi j'ai entendu différentes web TV où on me parlait de smart grid et tout ça m'a l'air passionnant, mais alors j'ai absolument aucune idée du caractère opérationnel de la chose et j'aimerais arriver à traduire ça dans mes projets. Alors on a commencé à discuter avec Christian, lui parler par exemple de mutualisation énergétique, en lui disant, comme Christophe le précisait, que je dirais en face de l'intermittence, le stockage est une solution, mais la mutualisation peut l'être aussi. Alors je m'explique très simplement, vous avez un quartier, un écoquartier, comme beaucoup d'écoquartiers aujourd'hui, avec une mixité entre du tertiaire et du résidentiel. Le week-end, il y a de bonnes chances que vos panneaux photovoltaïques sur le toit de vos bâtiments tertiaires continuent à produire. À ce moment-là, vous avez probablement du résidentiel qui est tout à fait prêt à en profiter. Donc vous pouvez peut-être éviter des solutions complexes, mais simplement mutualiser ou partager cette énergie, comme finalement on partagerait des places de parking entre un bâtiment d'entreprise et une zone résidentielle. Donc ça a été le début de cette idée. Nice Meridia, c'est aussi tirer profit des premiers retours d'expérience dont on peut bénéficier sur Nice Grid, donc, mais aussi sur ICI Grid, Reflex, enfin un certain nombre de ces très beaux démonstrateurs qu'on réalise un peu partout en France, où à chaque fois on se dit c'est bien, on avance, mais ça aurait été tellement mieux si on avait tout prévu au départ. Et là finalement on a la chance d'avoir une belle page blanche sur laquelle on peut tout faire et tout organiser pour que la domotique, pour
que le tertiaire, pour que les onduleurs, ces petites machines qui sont importantes dès qu'on veut travailler avec du photovoltaïque ou de la batterie, ou grosse. voilà, de l'éclairage public, donc tous ces éléments-là soient communicants. Et on se dit qu'à partir du moment où on sait les faire travailler ensemble, on a déjà franchi une belle étape. Nice Meridia est aussi différent dans le sens que on croit beaucoup aujourd'hui à la mixité énergétique. Donc Nice Meridia, on aura effectivement une grande partie électrique, mais il est très probable que les besoins de chaud et de froid seront assurés par de la géothermie. Donc c'est aussi cette mixité énergétique qu'on essaye de gérer. Et ensuite, on se retrouve dans la réalité d'un projet d'aménagement, un projet qui va s'étaler sur 10 ans, avec des ressources énergétiques à positionner probablement tout de suite. Donc arriver à phaser ces besoins énergétiques en face d'un quartier en développement. Donc c'est un travail, je dirais, au quotidien avec tous les acteurs. ERDF en est évidemment un, pour arriver à, je dirais, rendre pertinent ce smart grid, à faire que le smart grid amène des solutions intelligentes, amène des économies d'échelle, amène peut-être des économies en coût d'infrastructure et fasse bénéficier finalement et amène à la région niçoise ce qu'elle attend, c'est-à-dire un peu d'énergie verte bien intégrée qui augmente son autonomie, et on est dans une région qui en a bien besoin. Donc on est dans une démarche qui me passionne parce que finalement c'est la première fois qu'une collectivité, ça a commencé par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la région, qui a décidé d'élaborer une charte Smart Grid, et l'EPA, donc l'aménageur, a décidé de mettre ça en application, de tirer profit des démonstrateurs, de travailler dans le contexte français, dans le cadre réglementaire existant, avec les acteurs existants, et d'arriver à faire du Smart Grid une réalité. En ce sens, c'est passionnant et c'est une première. Alors, juste d'un point de vue technique, qu'est-ce qui est compliqué dans ce genre de projet, techniquement ? Le premier point, alors j'ai souvent l'habitude de prendre cette image. On a en France en France et dans le monde d'ailleurs, beaucoup de systèmes intelligents. On va avoir de l'éclairage public intelligent, les onduleurs sont de plus en plus intelligents, la domotique est de plus en plus intelligente. Alors Christophe et moi, on a dû partager les mêmes classes à un moment donné, et je me rappelle de ces classes où vous aviez les premiers de la classe. Et puis vous donniez un travail de groupe et les 4 ou 5 premiers de la classe se mettaient ensemble et c'était pas forcément eux qui produisaient le meilleur devoir. Alors ils avaient un peu de mal à travailler ensemble et je pense que c'est un des premiers sujets. Sur un des démonstrateurs, ici Grid pour ne pas le citer, quand on a expliqué aux personnes qui s'occupaient de l'éclairage public qu'ils avaient un système d'éclairage public intelligent mais qu'on le voulait communicant, c'est-à-dire qu'on voulait qu'ils sachent s'adapter à des creux de production, les premières discussions étaient difficiles. Parce qu'ils vivaient dans leur monde, et leur monde était clairement un monde fermé. Je pourrais mentionner les mêmes discussions avec les fournisseurs de domotique. Donc c'est vraiment rendre ces systèmes communicants et arriver à trouver un véritable optimal. Et l'optimal, on le voit, on le ressent. Je veux dire, tout ce qu'on est capable de mutualiser va éviter effectivement les stockages et autres. Et venant du monde de l'énergie, en ce qui me concerne, je voulais éviter de tomber dans un paradigme où les gens du bâtiment, finalement, passer du bâtiment à énergie positive au bâtiment autonome en surdimensionnant. Donc c'est vraiment aussi ça qu'on veut éviter. D'accord. De votre côté, sur Écoutez, Nice ça Grid va être plutôt un témoignage. Le projet a démarré il y a 2 ans, donc maintenant on est en train de rentrer dans la phase de concrétisation. Les smart grids, les smart cities, c'est en fait la conjonction de l'électronique, de l'informatique, du web et de l'électrotechnique. Je peux vous garantir que c'est extrêmement complexe d'un point de vue informatique et gestion des données. C'est très compliqué. La quantité de données est gigantesque. Maintenant, c'est banal de le dire, mais quand on y est confronté, eh bien, on voit ce que ça veut dire. Et faire dialoguer tous ces ordinateurs. Dans le projet Nice Grid, c'est Alstom Grid qui est en charge de l'architecture informatique, qui parle avec des ordinateurs ERDF, qui parle avec des ordinateurs EDF, avec des ordinateurs Socomec, avec RTE, avec tous les partenaires. Très compliqué. Deuxième difficulté, elle est sans doute régulatoire. Les smart grids, les démonstrateurs posent de véritables questions. Et ceux qui ont en charge de définir les règles du jeu, eh bien, s'intéressent à ce que nous faisons parce qu'on pose des questions qui préparent l'avenir dans des situations qui vont arriver parce qu'elles résultent de la technologie, mais qui ne sont pas encore en place. Donc il faut préparer cet aspect régulatoire. Et troisième difficulté, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais c'est un point intéressant, elle est plutôt sociologique. Alors, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Très L'aspect sociologique. Sur l'aspect réglementaire, Monsieur Lelgen, vous avez des éléments à nous apporter ?
Oui, je rejoins ce que dit Christophe. Les enjeux réglementaires peuvent être multiples. NISGRID le voit bien au niveau du stockage. Mais je pense que simplement, on est sur une utilisation un peu différente de cette énergie. Quand je parle de mutualisation, ça paraît simple. Quand je parle de transférer de l'énergie, de l'électricité d'un bâtiment à du résidentiel, ça paraît simple, mais se pose la question du passage par le réseau public à un moment donné. Si on parle de recharge de véhicules électriques, on va aussi se trouver confronté à des problèmes réglementaires. Donc les problèmes sont multiples. On pourrait parler de l'effacement, de tous ces sujets-là, où on voit que le législateur, le régulateur est en cours de réflexion, donc tire profit de nos réflexions aux uns et aux autres au travers de nos projets technologiques, et puis essaie aussi de donner une orientation qui est une orientation française, clairement, dans un contexte qui est un contexte national. Ça, je pense que c'est important aussi. Les MBX et Alstom Grid, donc qui est un de nos deux actionnaires, donc nous sommes présents un peu partout dans le monde, et on se rend compte que le Smart Grid, alors moi j'aime bien mettre un S parce que multi-énergie, mais un S aussi parce qu'il va se décliner différemment entre les régions du monde. Par l'exemple, les États-Unis ont tout intérêt, le régulateur a tout intérêt aujourd'hui à favoriser l'effacement, parce que le réseau électrique est ce qu'il est aux États-Unis, a été probablement moyennement maintenu sur des périodes données. Donc il y a un gros effort à faire. Est-ce qu'on a le même effort avec la même urgence à faire en France? Pas forcément. Donc les sujets sont très locaux. La France a un bon équilibre, on parle beaucoup du nucléaire, mais aussi un bon équilibre en puissance de pointe avec de l'hydraulique, des turbines à gaz. Donc on est finalement en France, je dirais, dans une situation de relatif confort qui nous permet aussi de prendre le temps et de prendre les bonnes décisions. Alors justement, ces données réglementaires, régulatoires, ont un impact, j'imagine, fort sur les modèles économiques. Vous nous expliquez que vous allez tester différents modèles économiques. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail, justement, comment on va se répartir cette valeur apportée par les smart grids, puis déjà quelle valeur on va y trouver en termes de modèle économique, et quels sont les gains? Est-ce qu'on sait déjà les quantifier? Bon, ça mériterait un cours à Dauphine, mais une façon simple de répondre à votre question, c'est-à-dire que la chaîne de valeur du monde de l'électricité s'est morcelée. Au départ, c'était simple, c'était production, transport, distribution. Après, ça a été production, trader, transport, distribution, les fils, le commercialisateur. Maintenant, on peut rajouter le compteur, le comptage, et même le client lui-même. Comme le disait Eric, si on travaille sur le comportement du client, le client, s'il fait un effort, l'Américain qui va réduire sa consommation, il amène de la valeur. Le stockeur. Le stockeur, voilà, bien sûr, pas oublier le stockage. Enfin, il y a vraiment plein de gens nouveaux. Et donc, la complexité maintenant pour les gens qui vont faire l'environnement régulatoire va être de trouver la bonne répartition de la nouvelle valeur créée par toute cette chaîne. Et ben, il faut le faire en fonction des contextes. Et dans le cas de NISGRID, par exemple, on travaille beaucoup avec toutes les institutions qui sont en charge d'établir la régulation, dont la CRE, qui observent ce que nous faisons, qui éventuellement, même au travers d'instituts de conseils, peuvent orienter et utiliser les démonstrateurs, et finalement c'est leur but, pour tester et aboutir à une bonne solution pour la France. Donc c'est encore un peu prématuré, si je comprends bien, de parler de pistes de modèles économiques pour NISGRID. On regarde où la valeur peut se faire en fonction de la technologie. Et oui, effectivement, il y a encore 2 ans. Et donc, on va étudier à partir de tout ce matériel qui est disponible, ce qu'on a installé chez les gens, par exemple, chez les particuliers qui est parti, comment l'utiliser, comment mieux utiliser le stockage. Et puis, on va probablement en déduire des règles si c'est nécessaire. Alors sur Nice Mérédia, qui est un projet plus circonscrit, c'est peut-être plus facile. Le premier élément, c'est que je pense qu'aujourd'hui, chacun admet que les smart grids amènent de la valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait ce choix d'énergie renouvelable, en faire une utilisation intelligente, vous amenez forcément de la valeur, et le coût des solutions, même si elles sont complexes d'un point de vue informatique, sont de toute façon très inférieures à la valeur que vous ramenez en produisant. C'est si évident que ça. On est sûr de notre coup. Oui, je vais le prendre par l'exemple. Si vous mettez pas de smart grid, vous raisonnez à l'échelle de votre bâtiment, vous mettez du panneau photovoltaïque, de la batterie. Si vous mettez un smart grid, vous commencez à pouvoir mutualiser cette énergie, vous commencez à pouvoir décider de stocker au bon moment parce que vous vous baserez sur des prévisions.
Donc vous mettez de l'intelligence. À partir du moment où vous stockez au bon moment par rapport à un stockage qui serait quelque peu aléatoire, vous amenez nécessairement de la valeur, puisque vous allez utiliser ensuite ces ressources stockées à des moments où l'électricité va coûter très cher. Donc vous amenez de la valeur. Par contre, je rejoins là tout à fait Christophe, le vrai sujet, c'est le modèle d'affaires. Une fois que vous avez dit que vous amenez de la valeur, la vraie question, c'est de répartir cette valeur de façon que chacun ait envie de jouer dans la partie. Et c'est vraiment l'enjeu sur Nice Meridia. On ne conteste plus trop aujourd'hui le fait que le smart grid amène de la valeur. La CRE en France, le régulateur français, travaille sur des quantifications. Le régulateur anglais, l'OFGEM, est probablement beaucoup plus avancé sur les sujets. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de rapports sur lesquels on peut se baser et qui traduisent les diminutions de coûts d'infrastructure liées au smart grid. Donc on a des éléments factuels. Par contre, derrière, il y a un véritable enjeu de modèle d'affaires. Et je rejoins Christophe, le modèle d'affaires, déjà au niveau électrique, c'est complexifié. Et si vous regardez dans l'écoquartier, l'opérateur de stockage qui peut être multiple, puisqu'on peut avoir du stockage au niveau du poste de distribution, au niveau du bâtiment, voire au niveau du véhicule électrique, l'opérateur d'éclairage public, donc tous ces acteurs-là qu'on va vouloir faire participer, voire le particulier d'ailleurs, il faut arriver à trouver le modèle qui fasse que cette valeur générée par le smart grid soit répartie entre les différents acteurs. Est-ce que je vais réussir à vous arracher un chiffre? Un retour sur investissement sur le surcoût de Nice Meridia? Non? Trop tôt? C'est probablement un peu trop tôt, donc vous aurez un peu de mal à arracher ce chiffre. En plus, les choix, comme je le disais, les choix énergétiques sont en cours de définition, géothermie ou pas de géothermie, mais quelque part, le coût, je dirais, le coût de la solution informatique sera minime par rapport à la valeur générée. Les coûts d'infrastructure ensuite, ou la réduction des coûts d'infrastructure, je ne vais pas forcément les commenter parce que les opinions peuvent être différentes là-dessus, mais des études existent aujourd'hui et qui montrent une potentialité aussi de réduction de coûts d'infrastructure. D'accord. Je voudrais insister sur les démonstrateurs. Votre question est un tout petit peu en avance. Tous les démonstrateurs, lorsqu'ils vont faire leur bilan, leur évaluation à la fin, vont réaliser une analyse coût-bénéfice. Et ces analyses coût-bénéfice vont permettre de donner des tendances. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parliez des enjeux sociologiques de ces projets. Est-ce qu'il y a déjà des choix qui ont été faits? Vous avez déjà des premiers retours? Vous en attendez quoi concrètement d'un point de vue sociologique? Dans Nasgrid, la sociologie, on l'a surtout approchée au travers des contacts qu'on a eus avec la population de Carros. Et c'est très enrichissant, enfin, moi, ça restera des grands moments, les rencontres pour la présentation du projet, les rencontres publiques, le dialogue avec les opposants aussi, il y en avait. Et en fait, on se rend compte que quand on explique, quand on présente ce qu'on va faire, on explique l'intérêt pour le futur, généralement, les oppositions tombent et les familles avec les enfants disent finalement, ces gens-là préparent l'avenir, soyons plutôt participants plutôt qu'opposés. Pour tirer peut-être une première leçon, on peut dire que l'intérêt, et là on est peut-être moins au niveau de l'humain, mais plus au niveau de l'intérêt des affaires, fait que les sociétés, les industriels sont quand même plus volontaires pour participer dans le recrutement. Vous voyez, c'est le petit thermomètre, mais en attendant, il donne une bonne idée de ce qui se passe. Donc le monde de l'industrie, à mon avis, sera le premier, peut-être aussi celui des collectivités, sera le premier à rentrer dans ce domaine-là. Pour le particulier, il voit arriver la petite batterie, ça sera sans doute moins évident jusqu'à ce qu'on démontre que en fait, c'est un grand mouvement qui est dans l'intérêt de tous. Côté Nice Meridia, tout le monde veut venir habiter Non, je ne sais pas si tout le monde veut venir habiter à Nice Meridia parce qu'il y a du soleil ou parce qu'il y a du smart grid. Je vous laisse la réponse. Mais ceci étant, oui, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'au niveau des collectivités, des industriels, les gens sont déjà rentrés dans des démarches d'efficacité énergétique et finalement le smart grid, c'est l'étape d'après. Au niveau du particulier, on l'a vu, nous sur EasyGrid, on a travaillé avec des sociologues. L'appétence, je dirais, pour les outils smart grid n'est pas forcément naturellement là. La problématique énergétique, elle commence à arriver en France. La précarité énergétique commence à être, mais pas forcément dans ces régions niçoises et dans des régions d'écoquartiers, commence à être une réalité en France. Mais on voit clairement que de toute façon,
l'outil doit être accompagné. Ce n'est pas un outil seul, ce n'est pas un boîtier seul qui, même s'il donne de la consommation, sans un support, sans un accompagnement, va permettre à l'individu de vraiment prendre des actions efficaces. Par contre, un bon outil avec l'accompagnement qui va bien, nous on a fait travailler dans certains démonstrateurs des écoles de design, par exemple, qui se sont intéressés à la façon de traduire la performance énergétique. Semblait tout à fait cohérent, mais c'est pas ce mécanisme-là qui nous a permis sur EasyGrid, par exemple, d'arriver à faire des choses. On regarde plutôt le serious gaming, des choses comme ça, qui permettent aux gens de rentrer vraiment dans cette logique-là. Alors, il nous reste un petit peu de temps avant la fin de cette émission. Prochaine étape pour... Concrète. Comme je vous le disais, après avoir imaginé tous ces systèmes, eh bien maintenant on commence à les raccorder, tous ces ordinateurs, l'ordinateur central, le NEM qui va piloter l'ensemble, les agrégateurs qui vont parler aux différents clients participants, comment est-ce qu'ils vont dialoguer avec l'ordinateur central, la batterie, comment est-ce qu'on va piloter. Donc on rentre dans la réalité des choses, on rentre aussi dans le recrutement, ce qui permet d'avoir une première idée de l'approche sociologique. Et puis, quand tout ça va être installé, il va rester au courant de l'été 2014 et été 2015 à faire les tests et à faire l'analyse coût-bénéfice. Je voudrais rajouter un petit point sur l'importance pour notre pays de ces consortiums. Celui que j'anime montre comment, quand on se met tous ensemble, eh bien, on peut réaliser des choses tout à fait extraordinaires. Je vais vous dire qu'à NSGrid, on a déjà des visiteurs. On a inauguré un showroom il n'y a pas longtemps qui viennent de l'Uruguay, qui viennent de la Chine, qui viennent de Russie, qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Je voudrais rendre hommage au consortium que j'anime. Je rappelle très rapidement les partenaires, ils méritent quand même d'être cités. Donc il y a ERDF qui amène sa compétence réseau, qui pilote, EDF sa connaissance du client, SAFT qui amène donc l'aspect stockage, Alstom Grid qui s'occupe de tous les aspects ordinateur, dialogue, architecture informatique. Il y a les mines de Paris qui amènent les modules de prévision et tous les aspects mathématiques. Une petite PME innovante de Toulon qui s'appelle Wateco. Il y a Daikin France qui nous aide, qui amène des climatisations qu'on va piloter. Il y a Net Synergie qui entre là dans le domaine du pilotage des installations chez le client. Vous voyez, quand on veut réduire les consommations, c'est une filiale du groupe EDF spécialisée là-dedans. Et Socomec, le dernier entrée, qui amène toute sa compétence en matière d'onduleur. Et bien, quand on a une telle équipe, eh bien, je crois que on ne peut que gagner en France, mais aussi à l'extérieur, je l'espère. Oui, on saisit en tout cas l'ampleur et l'ambition du projet. Alors, à vous, prochaine étape pour Nice Meridia. Alors, les prochaines étapes sont très concrètes. Dans 8 mois, on va sortir des compléments aux différents cahiers des charges et les aménageurs qui voudront fournir des solutions d'éclairage public, de domotique, de GTB, des panneaux photovoltaïques, des onduleurs sur l'écoquartier de Nice Meridia auront peut-être la surprise d'avoir une dizaine de pages additionnelles où on leur dira non seulement vous devez répondre à telle et telle spécification, mais en plus vous devez fournir un système communicant qui va communiquer avec un système central qu'on appellera NEM ou autrement, mais qui sera un système central de pilotage. Donc c'est une réalité très concrète et qui va faire, on l'espère, que cette intelligence qu'on va amener à Nice Meridia sera facile à amener quelque part parce qu'on aura des systèmes qui auront été pensés communicants dès le départ. On aura aussi à destination de la collectivité dans les 8 mois un début de modèle économique où on aura démontré, parce que c'est l'enjeu de la collectivité, que toutes les solutions dont on parle répondent à une équation coût-bénéfice qui est positive, et à ce moment-là, je répondrai à vos questions. Moi aussi. Voilà, donc c'est vraiment du très concret. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est effectivement arriver à accompagner la collectivité, parce qu'un projet d'aménagement, c'est un projet en 10 ans, et on a bien conscience que si on produit des documents aujourd'hui, à l'instant T, dans l'état des technologies, ces documents mériteront des mises à jour. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement qu'on souhaite faire. Je voudrais aussi rebondir sur le dernier point de Christophe, c'est tous ces projets nous ont appris à travailler ensemble. Et quelque part, il y a beaucoup de grands noms qui se sont mis ensemble, mais il y a aussi des individus. Et finalement, je m'en rends compte sur 2, 3, 4 démonstrateurs sur lesquels on est impliqué, les gens ne sont plus qui ERDF, qui Alstom, qui Schneider, ils sont finalement membres du projet Nice Grid. Ah, oui. Et ils défendent ce projet-là, ils y tiennent, ils le prennent à cœur. Donc c'est vraiment cette passion qui, je pense,
est en train de produire des modèles intéressants et des modèles qu'on peut aussi exporter, parce que c'est aussi un élément majeur. On sent qu'elle vous anime, en tout cas l'un comme l'autre. Un mot de la fin, monsieur Arnoux? J'ai omis de citer un partenaire fondamental qui est RTE, qui bien sûr, du haut de sa haute tension, regarde ce qui se passe et va probablement bénéficier de toutes les technologies pour la gestion de ses réseaux lui-même. Ben, écoutez, le mot de la fin, c'est une aventure extraordinaire. Tu l'as bien dit, il faut être passionné pour faire ce genre de choses. La dimension technique est fantastique, la dimension humaine également. Ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir témoigné sur ces différents projets. On se donne rendez-vous pour l'inauguration. Merci pour les Au premiers revoir. chiffres. Avec plaisir, au revoir. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos autres vidéos et celle de ce thème sur la ville durable sur cleantechrepublic.com. Au revoir.